Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui en 3 minutes environ découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme altérité, A comme affinité, A comme accueil pour cette agora que nous créons avec 3A. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de poursuivre et conclure notre échange avec Elsa Randoni, une femme engagée puisque professionnellement, elle est chargée de projet égalité et diversité à l'Université Sorbonne Nouvelle et bénévolement, elle travaille comme administratrice nationale de l'association Enfance et Partage. Alors revenons à notre invitée et pour terminer, évoquons son engagement associatif. Ouais, je pense que c'est un tout, hein, outre la cause, qui nous rassemble tous, il y a beaucoup aussi des personnes avec qui je travaille, de l'environnement dans lequel on travaille aussi, on s'attache forcément aux Oui, bien personnes sûr. et puis il y a un projet et c'est vrai que quitter le projet en cours de route, Ça a été fondé quand, Enfance et Partage? ouf, avant c'était, Terre des Âmes, il me semble, ça a été fondé vous me demandez des choses aussi et c'est que veut dire la CPED et quand elle a été fondée? C'était il y a longtemps et c'était Carole Bouquet, Marraine? notre marraine, ouais, Mmh. me semble-t-il. D'accord. Et Voilà, et donc ça fait combien de temps, en fait, que vous y êtes? À Enfance et depuis Partage? 2021. Donc en fait, quand j'ai commencé mon mémoire, j'ai interrogé, des membres d'Enfance et Partage, du comité, de ma région et puis en fait, au fur et à mesure, je suis devenue bénévole du comité de ma région, Mmh. donc PACA et puis, quand je suis arrivée à Paris, j'ai intégré en fait, voilà, à la fois le numéro, vert, Ouais. donc c'est pour ça que je suis écoutante aussi aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait du numéro vert, à Enfance et Partage que j'ai été formée, Mmh. et puis, du coup, au conseil d'administration Mmh. et donc, via le conseil d'administration, j'ai eu la cocharge, de la commission, pour les professionnels, pour lever les freins, en fait, au signalement et à l'identification, des maltraitances, faites aux enfants et puis, et voilà. Et donc que fait Enfance et Partage? C'est quoi sa mission première? Alors sa mission première, c'est d'accompagner, les victimes de Mmh. maltraitance et puis prévenir surtout, Mmh. tout type, de maltraitance. Et Donc ça se fait comment, ça? ça se fait comment? Alors on a, une psy et une juriste. Mmh. On se constitue, partie civile, dans des dossiers. Mmh. On a un numéro vert national Stop Maltraitance où on prend des appels à la fois de professionnels, de parents et éventuellement d'enfants, mais c'est un peu plus rare. On a pas mal en fait, de cas du 119, qui redirige les personnes vers nous, Mmh. parce que le 119 est principalement un numéro, un peu d'urgence ou de signalement, heu, Votre numéro, c'est quoi? Stop Maltraitance. Ouais. Ça l'est aussi, mais c'est plus du conseil. On peut faire les 2 parce qu'on fait du signalement auprès, du parquet, Mmh. ou des informations préoccupantes, donc au sein des CRIP. Mmh. Mais on accompagne aussi pour du conseil, voilà. Mais c'est quoi le numéro? Si les gens ont envie de vous appeler? Vous me demandez c'est un numéro vert, c'est très long, hein, c'est, Ah oui. 0800, Ah oui, d'accord. vous le voulez? Bah oui, je pense que c'est bien, comme Mais ça, oui, si les gens ont absolument. ça se faisons de l'information, enfin. C'est Alors, ça tombe bien. Je vais pas donner votre numéro ici parce que les gens qui vont l'écouter sont, j'imagine, pour la plupart, pas forcément dans l'université Sorbonne Nouvelle, même si après, j'espère que vous ferez la publicité et puis ils viendront vous écouter. Mais pour le numéro Enfance et Partage, c'est pas mal, c'est quoi c'est alors? pas mal. Alors, c'est le 0800 05 et 12 34. Très bien, donc 0800 05 1 2 3 4, c'est facile. Exactement. OK, super, merci beaucoup. Et donc la mission de cette, association, ce qui vous a motivé à y contribuer, c'était parce que, ça répondait finalement à ce que vous faisiez pendant vos études? C'était lié à une rencontre particulière? Enfin, je avec quelqu'un de super sympathique, c'était une admiration sans borne pour Carole Bouquet. Qu'est-ce qui vous a Alors doucement sur Carole Bouquet parce que depuis qu'elle a défendu Gérard Depardieu, on est oui, d'accord, vous êtes voilà, on a ralenti un petit peu l'admiration. Non, je sais pas. En fait, je pense que c'est peut-être une mauvaise réponse, pour vous du coup, mmh mais Pas de réponse. non, mais les vocations, ça s'explique pas. C'est D'accord. c'est ça qui est incroyable. Mmh. Je pourrais pas passer ma vie à faire autre chose.
J'ai essayé. Mmh. J'ai été, assistante de direction pendant un petit moment entre 2 jobs. Mmh. Impossible pour moi. Le fait de ne pas aider, de ne pas accompagner, de ne pas, être en lien avec les victimes, Mmh. pour moi, c'est une perte de temps, en fait, dans ma vie professionnelle. Mmh. C'est terrible. Et là, en fait, les enfants, je sais pas, depuis que je suis moi-même, enfin enfant ou en tout cas plus jeune, je les regarde en me disant: «Mais d'abord, c'est notre futur, Mmh. donc prenons-en soin». Et puis, en fait, c'est les personnes les plus innocentes qui existent sur cette planète, donc Mmh. évidemment qu'elles sont plus vulnérables. Mmh. Et donc je me suis dit: «Mais c'est parier sur l'avenir que de les protéger». Mmh. D'accord, très bien. Mmh. Parfait. Et comment est-ce que vous voyez, enfin, des passerelles entre votre action associative et votre action professionnelle? Est-ce que l'une nourrit l'autre? Est-ce que ce sont, disons, 2 missions parallèles? Est-ce enfin, d'une certaine manière, est-ce que vous compartimentalisez, ou bien est-ce que vous vous retrouvez à, disons, construire? Est-ce que vous avez, par exemple, invité Enfance et Partage dans l'université? Comment ça fonctionne pour vous? Alors, sachant qu'on a quand même un public qui est, assez peu «mineur» entre guillemets, Mmh. pas nécessairement. Évidemment que je nourris, par mes expériences, donc le numéro vert en fait partie, les constitutions de partie civile, tout le lien qu'on peut avoir avec le parquet, par exemple. Évidemment que tout ça, ça nourrit. Mmh. Puis c'est des expériences qui sont riches. Je veux dire, c'est incroyable de pouvoir être bénévole pour une association comme Enfance et Partage. Donc j'applique presque tout ce que j'ai appris, à mon métier et à ce que j'aimerais qu'il devienne, à terme. Après, on a des cas parfois, hein, bon, sans rentrer parce qu'il faut garder la confidentialité, hein, mais on peut avoir des cas qui peuvent toucher des mineurs. Et dans ce cas-là, évidemment, que je fais appel, à l'expertise que j'ai développée grâce à Enfance et Partage, mais aussi éventuellement à faire appel à eux si besoin. Alors, moi, j'ai de la chance pour mon podcast, parce que je suis aidé par, Maxence, qui est super, et qui va faire le montage. Ah, Et donc merci il y a Maxence. et donc, je sais que par rapport, aux coups de téléphone et autres, Mmh. il va être magique. Heu, mais ma question, c'est qu'auparavant, et je ne sais pas s'il va le laisser ou pas, mais auparavant, vous aviez, juste dit, en insert, que c'était une semaine assez fatigante pour vous. Donc et j'en suis désolé, mais d'autant plus, reconnaissant que vous ayez pris le temps. En travaillant justement sur des sujets aussi sensibles, en travaillant avec, aussi, en essayant de répondre à la douleur des gens, parce que c'est ça aussi. Comment est-ce que vous arrivez à préserver votre énergie, votre motivation? Comment est-ce que vous faites justement pour, chaque matin y aller avec, un beau grand sourire, et puis, donc, toute l'énergie nécessaire pour répondre à ce qui peut être parfois vraiment difficile, parce Mmh. que je suppose que, ça n'est pas pour rien que sur la table, qui se trouve ici, il y a un paquet de mouchoirs et des madeleines. Donc C'est vrai, non mais c'est vrai. voilà, quoi. Ouais. Le plus dur, je vais vous le dire, c'est quand même et ça reste le métro et le temps parisien. On va pas se mentir. Non, au-delà de ça, en fait, quand on fait ce métier et qu'on est passionné, c'est vivifiant de pouvoir aider. Mmh. C'est sûr qu'il y a une part d'échec qu'il faut accepter, Mmh. honnêtement. Il y a une part de on contrôle pas tout. D'ailleurs, peut-être que tout ce que je vais dire aujourd'hui va pas forcément plaire. Mmh. Heu, il y a il y a vraiment une part d'aléa, qu'il faut insérer dans son quotidien, et qu'il faut accepter comme tel. Après, alors là, je suis en train d'élaborer une formation sur le recueil de la parole traumatique, Mmh. et quand, je donne deux trois clés, alors hormis le fait d'être suivie, hein, à côté, mais quand on ne l'est pas, c'est bien d'avoir des rituels. C'est extrêmement important de prendre du temps pour soi. Les métiers humains, parce qu'on a par exemple une mission handicap et pour eux c'est exactement la même chose. Les métiers qui touchent à l'humain sont des métiers extrêmement fatigants. C'est bien de, pas forcer non plus sur des journées de 12 heures. Mmh. Heu, Parce que typiquement en cellule d'écoute, les journées où j'ai des cellules d'écoute, je suis beaucoup plus fatiguée que les autres journées. Mmh. Donc voilà, quand je sens que la cellule d'écoute est terminée, je regarde mes mails et puis je pars et je force pas plus. C'est vraiment important de prendre du temps pour soi, de comprendre quand on va bien et quand on va pas bien. Quand, on a un métier, voilà, qui est porté sur le bien-être des autres, il faut, être bien dans ses baskets. Donc ça implique,
des rituels, éventuellement des massages si besoin. Mais non, en dehors de la blague, d'être suivi psychologiquement, et si on n'en ressent pas le besoin, je trouve que c'est quand même bien d'avoir une perspective, voilà, d'écoute, ailleurs, Et vers et si donc quelqu'un vient s'ouvrir à vous d'un problème particulier et que vous n'êtes pas formé, est-ce que votre conseil c'est quoi? C'est, d'écouter, d'orienter justement vers un ou une chargée d'inclusion diversité, d'offrir, une passerelle vers, je sais pas, une aide psychologique? Quelle est Comment est-ce que vous faites finalement par rapport aux gens qui ont envie d'aider et puis, qui parfois se retrouvent un peu démunis? de ceux qui ont envie d'aider? Oui, parce que finalement, je pense que la difficulté d'oser prendre la parole, mais parfois on n'a pas envie de prendre la parole par rapport à quelqu'un de professionnel. Donc comment est-ce que vous faites par rapport, je sais pas, hem, aux différents accompagnants? Je suppose qu'il y a des tas de professeurs, Mmh. d'expérience. Heu, Qui il m'est ressortent, quoi. arrivé d'avoir été professeur, d'expérience, il m'est arrivé d'avoir des gens qui, m'ont fait suffisamment confiance pour venir partager avec moi, une expérience douloureuse, difficile, choquante, enfin, peu importe. Or, quand on est prof, on est rarement préparé, en fait. Donc quelles seraient pour vous les 2, 3 peut-être règles de base pour justement aider, les camarades de classe, les profs, les gens qui se retrouveraient dans une situation où quelqu'un viendrait leur faire confiance, puis partagerait avec eux un moment difficile de leur vie. Alors ce que je dis souvent, parce que c'est pas la première fois qu'on me pose la question, effectivement, là on est en train d'élaborer un peu une formation aussi là-dessus, parce qu'effectivement c'est difficile. Ça vous met dans une position qui est extrêmement, compliquée, dans la mesure où vous pouvez pas dire à la personne: «Écoute, je en fait je ne sais pas et d'ailleurs je m'en fous». C'est impossible. Je dis déjà dès le départ, il faut connaître ses propres limites. Parce que par contre, recevoir la parole de quelqu'un alors qu'on n'est pas capable de la recevoir, ça peut être destructeur et pour la personne qui parle et pour la personne qui reçoit. Donc quand on se sent pas bien, c'est de pouvoir poser un cadre et des limites. De le faire évidemment avec beaucoup de parcimonie, beaucoup de diplomatie et cetera, mais de réussir à poser ses limites. Je ne suis peut-être pas la bonne personne, à qui il faut parler de ça, mais par contre, je te remercie de la confiance, que tu as portée, Que tu accordes, ouais. que tu m'accordes, merci. Est-ce que tu te sentirais prêt à aller voir telle personne? Ça, c'est dans le cadre où il y a un recours, Mmh. évidemment. Mais parce que j'imagine bien que quand on n'est pas dans ce monde-là, qu'on n'évolue pas dans les VSS, les discriminations, la LGBT-phobie et cetera, on n'a pas, toutes les associations dans la tête, qui pourraient aider. Si on se sent d'écouter la personne qui a pas de recours, c'est de lui demander en quoi, je peux t'aider? Et dans ce cas-là, de dire: «Écoute, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Par contre, si tu me laisses 2, 3 jours, je vais pouvoir venir avec, des éléments». Et dans ce cas-là, d'avoir des éléments tout prêts, des associations, voilà. Et puis si le cas est très grave, c'est de faire remonter en fait, bon, il faut quand même demander si la personne, souhaite rester anonyme ou pas, mais de faire remonter la chose et puis en tant que fonctionnaire ou de toute façon, en tant qu'encadrant en général, on a le devoir, de faire un signalement auprès du procureur et donc c'est un article 40, qui est essentiel, hem et dans ce cas-là, faut prévenir la personne et dire: «Bon voilà, je pense que les faits sont suffisamment graves, je vais faire un signalement auprès du procureur». Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas forcément parler. Mmh. Hem, donc souvent quand on parle par exemple de violences sexistes et sexuelles, on pense beaucoup aux femmes, on pense pas Mmh. forcément aux hommes. Est-ce que, par rapport à ça, vous avez, aussi des conseils ou des encouragements par rapport, finalement à des garçons qui souffriraient parce qu'ils se font abuser et puis qu'ils osent pas en parler ou enfin, qui que ce soit d'ailleurs, mais puisque comme vous le disiez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie, qui préfèrent l'anonymat, qui, Mmh. finalement, ils voient une honte puisqu'il y a souvent quand même un principe de honte dans ce genre d'occasion, de fait, quand on subit ce genre de violence. Donc, pour vous, ça serait quoi le conseil par rapport aux éventuelles victimes qui ne sauraient pas forcément comment commencer? Quand on présente en fait, la possibilité de
pouvoir, parler à quelqu'un, c'est de dire: «Voilà, ça concerne tout le monde». Déjà, c'est simplement, les bases de la communication de pouvoir dire, c'est pas uniquement les femmes, c'est aussi les hommes. Moi, j'ai pris le parti vraiment d'essayer de me présenter parce que finalement, c'est moi qui gère la cellule d'écoute auprès des étudiants, lors de la pré-rentrée, histoire qu'ils puissent au moins mettre un visage, sur la personne qui va les recevoir. Je trouvais que c'était quand même assez, important. Hem Franchement, il y a j'ai pas tellement de conseils. Il y a un tel, c'est très énigmatique, en fait et puis il y a un tel enfermement quand on a vécu des VSS, particulièrement quand on est un homme, que ça arrive dans l'enfance. Parce que les hommes, quand même, là, la plus grande majorité, de ceux qui ont été, abusés, l'ont été dans l'enfance. Heu C'est de mener des campagnes, en fait. Alors, c'est ce que je voulais faire cette année, mais on était un peu court, mais j'aimerais mener des campagnes sur les violences intrafamiliales, les violences conjugales et l'inceste. Heu, alors pas pour réveiller chez qui que ce soit, un événement traumatique évidemment, mais peut-être pour donner un indice de: «Ah, en fait, c'est vrai que je peux parler à la mission égalité et en fait, elle prend, ça en compte». Mmh. Mais non, il y a pas quelqu'un qui ne souhaite pas parler ne parlera pas et je ne force jamais personne à parler d'ailleurs. Mmh. Et si vous deviez imaginer une université idéale en, mettons 2030, donc Mmh. dans pas si longtemps, hein, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, donc en matière d'égalité, de diversité, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Ou peut-être, si c'est un peu trop compliqué, pour vous, la mission principale de l'université aujourd'hui, au vu de ses moyens, ça serait quoi? Vers quoi doit-on tendre? Et bah, venir à l'école en poney. Je veux des unicorns partout. Non, alors les licornes, pardon, à part, non, je pense que il y a juste plus de travaux à mener, c'est une salle d'allaitement, que ce soit pour les étudiants ou pour les agents, c'est, des toilettes inclusives, une alors franchement la Sorbonne Nouvelle est quand même très inclusive. On est quand même pas mal avancé sur ces sujets. Je dirais pas que c'est difficile de faire mieux parce que je reçois encore aujourd'hui des signalements, mais ce serait d'avoir un personnel qui est, à 100 formé sur tous ces sujets-là et pas uniquement les violences sexistes et sexuelles. Parce que c'est devenu une priorité, mais il faut pas faire de l'ombre sur toutes les autres types, de violences. Voilà et puis, ouais, non, c'est vraiment en fait de former tout le monde, et puis dans tous les cas, on ne pourra jamais empêcher la violence, de se passer, hein. Mmh. Il faut franchement l'accepter ça et c'est pour ça qu'on a une plateforme de signalement et qui restera, là. D'accord. Donc, j'ai 2030, c'est moins de haine, plus d'amour. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur lequel vous auriez envie de revenir, ou une question, finalement, que j'aurais oubliée ou mal formulée? Est-ce qu'il y a un truc qui vous plaît? Non, enfin, si j'ai un conseil à donner, c'est de suivre, sa vocation, coûte que coûte. Après, elle prend des formes forcément différentes. Est-ce que je resterai dans une mission égalité 10 ans? Je sais pas, je pense que j'aimerais évoluer vers, d'autres publics, victimes. Mais c'est super important de s'écouter et c'est vrai qu'au moment où j'ai terminé le stage en ambassade, je me suis vraiment posé les bonnes questions et je me suis pas dit, «Qu'est-ce que je vais faire?» Je me suis dit: «Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais gamine?» Mmh. Et quand j'étais gamine, je voulais, évidemment partir en avion avec, je sais pas, 5 docteurs parce que selon moi, ça suffisait. Alors c'était, au moment où il y avait beaucoup de nouvelles, enfin les news portaient beaucoup sur, le sida en Afrique. Mmh. Donc voilà, je voulais partir avec un avion, plein de vaccins pour le sida, parce qu'à l'époque, dans ma tête, ça existait évidemment. Et puis, 5 médecins, tous très beaux évidemment, évidemment et partir en Afrique et c'est là où je me suis dit: «Bon, c'est les droits humains en fait qui m'animent le plus». Beh, Voilà. je trouve que c'est une très bonne idée, donc vivement plus de droits humains, plus de beaux médecins. Je suis pour. Et de temps en temps un voyage en avion, même si c'est pas forcément toujours très écolo, parce que c'est quand même agréable. Après si quelqu'un pagaie pour moi, je suis pour, hein. Puis voilà. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup Elsa pour cet échange, riche et éclairant. À travers votre parcours, nous avons vu qu'on peut construire une carrière à impact en mettant ses compétences professionnelles au service de causes qui dépassent l'individu, l'égalité, la diversité, la protection de l'enfance. Et ce que vous nous montrez aussi, c'est que l'engagement peut prendre plusieurs formes au sein d'une grande institution comme,
la très belle université qu'est Sorbonne Nouvelle, mais aussi dans une association nationale comme Enfance et Partage. Et pour nous, pour les étudiantes, les étudiants, le témoignage que vous avez eu la gentillesse de partager avec nous invite à réfléchir. Quelles valeurs voulons-nous porter demain dans nos métiers? Comment chacun à son échelle peut contribuer à bâtir une société plus juste, plus inclusive? Et comme le disait Simone de Beauvoir, le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue, donc ne faisons pas cela. Et si on doit retenir une chose aujourd'hui, c'est que le changement n'attend pas les grandes occasions, il commence par des choix concrets, un engagement progressif, par le courage de croire que chacun de nous a une place à jouer. Et puis, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, aussi un peu d'écoute et un peu d'attention à l'autre. Merci encore pour ce partage. Merci, à vous tous et à vous toutes pour votre attention et votre écoute et puis, à bientôt, sur le podcast de 3A. Merci beaucoup. Merci à vous.